Renault Belgique, sous la pression du président de la République et du Premier ministre, le PDG de Renault annonce des mesures d'accompagnement social, mais la décision de fermeture est confirmée. Le Conseil supérieur de la magistrature critique les pressions du pouvoir politique sur la nomination de certains magistrats. De l'utilité du tabac, les chercheurs français sont parvenus à transformer le tabac en hémoglobine qui pourrait en grande partie remplacer le sang lors des transfusions. Éternelle étoile, à 72 ans, Maya Plisetskaya, la plus célèbre ballerine russe, dansera demain soir à Paris. Madame, monsieur, bonsoir. L'affaire de la fermeture de l'usine Renault de Belgique connaît aujourd'hui de nouveaux développements. Ce matin, au Conseil des ministres, le président s'est dit choqué par la méthode employée par le constructeur français. Conséquence, convoqué cet après-midi par le Premier ministre, le PDG de Renault, Louis Schweitzer, a annoncé que des mesures d'accompagnement social et de reconversion de l'usine allaient être étudiées. Mais pour l'heure, M. Schweitzer reste PDG de Renault et la fermeture n'est pas remise en question. Yannick Letranchant. Rendez-vous à Matignon pour une explication sérieuse. Louis Schweitzer, le patron de Renault, n'a pas le sourire facile, encore moins aujourd'hui. Il le sait, en arrivant dans le bureau du Premier ministre, il va se faire tancer. La fermeture de l'usine belge de Vilvoorde et la tournure que prend cette affaire sont au menu des discussions et Alain Juppé entend bien marquer le coup. Le Premier ministre a tenu à rappeler qu'au-delà de la logique industrielle, la dimension humaine devait être prise en compte. Alain Juppé a également regretté la méthode utilisée pour annoncer la fermeture de l'usine de Vilvoorde. Message reçu à la sortie, visiblement on veut parler de concertation sociale. J'ai indiqué au Premier ministre que Renault souhaitait engager sans tarder une concertation avec les représentants du personnel de Vilvoorde sur les mesures d'accompagnement et sur les possibilités de reconversion de l'usine. Visiblement, les reproches du Premier ministre concernent plus la forme que le fond. La forme, c'est la manière dont a été faite l'annonce de fermer l'usine de Vilvoorde. Le fond, c'est la situation économique et financière du groupe Renault, de mauvais résultats dans un marché en crise. La situation de l'entreprise et la nécessité de restructurer étaient connues du gouvernement depuis la mi-janvier. Même si Renault est une entreprise privée, l'État y est toujours actionnaire à hauteur de 46%. Ce soir, on cherche véritablement l'apaisement, on parle de concertation sociale, même si la décision de fermer l'usine de Vilvoorde en Belgique est maintenue. Avant le rendez-vous de ce soir à Paris, donc, ce matin, en signe de protestation, les habitants de Vilvoorde ont cessé toute activité pendant 5 minutes, avant d'apprendre donc cet après-midi la confirmation de la fermeture de l'usine en juin. Sébastien Vibert, Dominique Merlin. Quand la sirène a retenti ce matin à 11 h, habitants et commerçants de Vilvoorde ont tous compris pourquoi. La ville s'est arrêtée quelques minutes, expression silencieuse de son désarroi. C'est scandaleux. Scandaleux. Un mot, scandaleux. Après la fermeture d'une importante biscuiterie il y a 2 ans, celle de l'usine Renault est ressentie comme une véritable catastrophe économique. Et pour nous, évidemment, les gens qui habitent ici, qui travaillent chez Renault, ce sont des clients qu'on perd. Il n'y a rien à faire. En quelques jours, la ville s'est discrètement parée d'affiches de solidarité et de rubans noirs, en signe de refus d'une décision jugée brutale. Une décision que les habitants savent pourtant irrévocable, comme l'a encore confirmé cet après-midi Louis Schweitzer. À la colère s'ajoute donc un profond sentiment d'impuissance. Et ce n'est pas l'annonce de mesures sociales d'accompagnement qui y changera quelque chose. La manière dont on a annoncé ça, d'abord on a cru un canular. Enfin moi j'étais dans la voiture, je revenais du boulot, je me dis non, c'est une folie là. On est en train de rêver. Bah ça encore, en plus. Donc on a vraiment l'impression que le citoyen de base n'a plus grand-chose à dire. Le concessionnaire Renault de Vilvoorde, lui, s'exprime à sa manière, en remplaçant ses étendards publicitaires par un symbole de tristesse. Puis encore en fin de matinée, 1000 salariés venus de Renault Vilvoorde, qui avaient fait le voyage en autocar, ont littéralement envahi les locaux de l'usine Renault de Douai. Ils sont venus s'expliquer avec leurs collègues français. Anne Mourgue, Patrick Wurstan. Le grillage n'a pas résisté longtemps. Les ouvriers de Vilvoorde avaient annoncé une manifestation devant l'usine Renault. Sur place, ils ont décidé d'aller à la rencontre des ouvriers français et d'envahir l'usine.
Vilvoorde, Douai, même société, même patron, mais l'usine belge va fermer. Les ouvriers sont venus chercher le soutien de leurs collègues français. Les travailleurs sont au désarroi. Il y a des travailleurs qui sont dans des situations incroyables, inimaginables, qui ne savent plus si demain ils pourront encore avoir un emploi, s'ils pourront rembourser leurs emprunts. C'est vraiment catastrophique. Le long des chaînes de montage, ils ont tenté de convaincre. Licenciement en Belgique, plan social annoncé en France. Tout cela procède selon eux, comme selon les Français, d'une même volonté de la direction. C'est le même combat qu'on mène. La direction a cherché le démantèlement, fragilisation du groupe Renault. Là, ils sont en train de faire la démonstration que non, il n'y aura pas de démantèlement du groupe Renault. Mais la plupart des ouvriers français est resté à son poste de travail. Seule une minorité s'est montrée ouvertement solidaire. Dans 2 ans, ça peut être chez nous. On a besoin de travailler tous comme eux, tous ensemble. 2 heures à paralyser la bonne marche de l'usine, un avertissement lancé à la direction. Les ouvriers de Vilvoorde en sont persuadés, leur combat n'est pas encore perdu. Chez nous au Nord, on a toujours l'habitude de discuter, de regarder les problèmes et même de présenter des solutions pour certains problèmes et de ne pas regarder une fois ensemble qu'est-ce qu'il y a à faire. Et je crois que ça peut se passer aussi en France comme ça. Ouvriers belges, ouvriers français ont promis de se revoir dès demain devant la direction de Renault à Paris, à l'heure où se tiendra un comité d'entreprise exceptionnel. Et dernière déclaration en date, celle de Jean-Pierre Chevènement, qui estime qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, selon lui, dans le concert actuel de protestation. Le Premier ministre belge, dit-il, proteste contre la fermeture de Vilvoorde, mais qui a protesté, ajoute Jean-Pierre Chevènement, lorsqu'on a délocalisé l'entreprise Hoover de Belfort en Écosse, notamment. Pour Jean-Pierre Chevènement, ce sont les critères économiques de Maastricht qui sont en cause. À la veille de remettre son rapport au président de la République, le Conseil supérieur de la magistrature, qui propose, participe et donne son avis à la nomination des magistrats en France, se montre critique à l'égard du pouvoir politique, déplorant que celui-ci n'ait pas suivi un certain nombre de ses recommandations à propos de la nomination des postes les plus importants dans la magistrature. Dominique Verdeillan, François Granier. Photo de famille à l'Élysée. Ce jour-là, en juillet 1996, le Conseil supérieur de la magistrature était reçu par le chef de l'État. La nomination de hauts magistrats proches du gouvernement créait alors un climat de tension entre la magistrature et le pouvoir exécutif. Tension soulignée dans le rapport du CSM, remis demain à Jacques Chirac. Le Conseil conteste la nomination des procureurs. Le CSM émet un avis sur la nomination des magistrats du parquet, avis que le gouvernement n'est pas obligé de suivre. En 1996, sur 486 postes à pourvoir, le Conseil s'est opposé à la nomination de 15 magistrats. Mais pour 7 d'entre eux, le gouvernement est passé outre cet avis. Ne plus suivre leurs souhaits constitue pour les membres du CSM une rupture avec la pratique antérieure. Procès d'intention, rétorque Jacques Toubon, qui relativise l'affront des magistrats. C'est une tempête dans un verre d'eau, puisque dans 1,5% des cas, le gouvernement, 1,5%, c'est-à-dire infinitésimal, le gouvernement n'a pas suivi l'avis défavorable donné par le Conseil supérieur de la magistrature. Le syndicat de la magistrature, mais aussi le Parti socialiste, dénonce le double langage de Jacques Chirac. D'un côté, on clame et on proclame qu'il faut rompre le lien entre le parquet et la chancellerie, le ministère de la Justice, et puis de l'autre, on le sait maintenant, on intervient sur le Conseil de la magistrature, ou plutôt, on ne suit pas les recommandations et les avis de ce Conseil en matière de nomination de magistrats du parquet. Aussi, pour mettre fin à ce bras de fer permanent, le CSM réitère son souhait que les procureurs soient totalement indépendants du ministère de la Justice. C'est l'histoire d'un tunnel qui se transforme en gouffre financier. L'ouvrage devait permettre aux voitures de traverser Toulon en sous-sol. Les travaux avaient commencé en 92, le tunnel est percé aux 2/3, il a déjà coûté 1,2 milliard de francs. Et si personne n'annonce l'arrêt officiel des travaux, cela revient pratiquement au même car les derniers ouvriers du chantier ont été licenciés aujourd'hui. Alban Mikosi, Jean-François Georgetti. Ce n'est pas encore un tunnel, mais c'est déjà un gouffre financier. 1,2 milliard de francs pour en arriver là. Depuis 1 an et un important effondrement de terrain, les travaux s'arrêtent sur ce coffrage. Les ouvriers qui restent n'assurent plus que des travaux de consolidation. D'ici 2 mois, tout le monde sera au chômage. Ici, il y a eu quand même 170 bonhommes qui sont au chômage, qu'il y a 60 sous-traitants, qu'il y a 2000 personnes à travers la France que le tunnel fait vivre. Parmi ces entreprises,
la société Pasini. Chargée de l'évacuation des matériaux, elle avait acheté 8 camions et embauché 12 personnes. Depuis le mois de novembre, date des travaux suspendus, représente à peu près 500 000 francs par mois de pertes. C'est une charge lourde pour vous? Assez lourde pour mettre en danger à terme l'entreprise, dans la mesure où on ne donne pas de réponse précise quant à une reprise ou à un arrêt définitif. Arrêt définitif. Le mot tabou est prononcé. Se peut-il qu'un projet aussi important soit ainsi abandonné? L'engin de forage qui répond au doux prénom de Malou est bâché, en partie démonté. Malgré cela, les élus locaux veulent encore y croire. Attendons simplement les résultats de l'expertise pour dégager les responsabilités. Et après, nous verrons ce que cela coûte et qui doit payer. En théorie, le projet est magnifique. Il désengorgerait l'une des villes où l'on circule le plus mal. En réalité, c'est la pagaille et la mairie de Toulon ne veut plus rien verser. Je compte sur la solidarité nationale, puisqu'il s'agit d'une autoroute nationale qui passe sous Toulon. Par conséquent, je crois que c'est à l'État à prendre en œuvre, à prendre en charge le financement et puis l'achèvement du tunnel. Il manque au moins 400 millions pour finir les travaux, plus 1 million par mois d'arrêt. Les contribuables français sont sollicités. Après les propos de Catherine Maigret, nouveau maire Front National de Vitrolles à la presse allemande sur l'inégalité des races, les parlementaires français, pratiquement toutes formations confondues, s'étonnent du manque de réaction du ministère de la Justice. Pour l'instant, en effet, aucune action officielle n'a été introduite. Olivier Caroff, Jean-François Chevet. Pas de poursuite contre Catherine Maigret, c'est pour l'instant la position du ministère de la Justice. Pourtant, il y a 10 jours, dans une interview publiée par un journal allemand et titrée « Nous voulons faire peur aux étrangers », voici comment elle parlait des immigrés en général. Ils ont l'esprit colonialiste, ils ne sont là que pour prendre l'argent pour la plupart. Catherine Maigret va plus loin que son mari ou que Jean-Marie Le Pen. Pour elle, l'inégalité n'est pas seulement raciale, elle est génétique. Au ministère de la Justice, on estime qu'une nouvelle loi est indispensable pour condamner l'auteur de tels propos. Mais l'opposition, comme la majorité, demande des poursuites immédiates. Mais laissons au juge le soin de se prononcer. Or, si on ne lui donne pas la possibilité de le faire, on ne poursuivra jamais. Donc je dis, il faut poursuivre. Et donc il n'y a aucune hésitation à avoir. Je crois qu'on peut très bien la poursuivre avec la loi actuelle. C'est des propos extrêmement choquants, inadmissibles, qui encouragent la haine. La chancellerie se trompe. Ce ne serait d'ailleurs pas la première fois qu'elle se tromperait sur le fond du droit. Il y a un arrêt de la Cour d'appel de Paris de 1974 qui, à propos de déclarations très semblables, est entré en voie de condamnation. Donc il y a une jurisprudence. Une jurisprudence souvent élaborée par cette chambre spécialisée du Palais de justice de Paris. Claude Marlier y a jugé des affaires similaires pendant près de 7 ans. Membre d'un syndicat de gauche, elle non plus n'est pas d'accord avec le ministre. Ce sont des termes de mépris, des invectives, et dire que les gens ne viennent que pour l'argent, qu'ils sont colonialistes, c'est injurieux. Alors, ça pourrait être condamné. Je pense que oui. Dans un premier temps, Catherine Maigret n'avait pas démenti ses propos. Aujourd'hui, elle prétend qu'ils ont été mal traduits. Puis la Cour d'appel de Paris vient de remettre en cause une décision du tribunal d'Albertville en Savoie, interdisant la vente d'objets rappelant la période nazie. La Cour d'appel a estimé que cette vente ne pouvait entraîner qu'une certaine réprobation morale qu'il n'est pas du pouvoir du juge d'apprécier. Une association de parents d'élèves s'étonne que des cahiers de texte fournis gratuitement par l'Éducation nationale dans les collèges soient truffés de publicité. L'agenda en question a été tiré tout de même à 400 000 exemplaires. Reportage Chantal Quimerlin, Bernard Puissesseau. Tout le monde a l'agenda dans son cartable et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a du succès. Qui a cet agenda? Moi. Oui? Ça fait longtemps que tu l'as, c'est la première année ou plusieurs années? Bah non, c'est la première année, mais je le trouvais bien, alors je l'ai pris. L'agenda est distribué gratuitement grâce aux annonces publicitaires qui y figurent, toutes des grandes marques qui se déclinent un peu sur le thème école et beaucoup sur celui de la consommation ado. Il y a des blagues, des réductions. Des réductions sur quoi? Sur les raviolis, les parfums à manger, quoi. C'est gratuit. Autant l'utiliser. C'est important que ça soit gratuit, sinon tu n'as pas d'agenda? Non, j'aurai un cahier de texte. J'aurai la première qualité, la moins chère. 1,70 franc.
Et pour la bonne cause, en face de la pub, on a une leçon de grammaire et quelques pages éducatives sur la santé et l'hygiène. Cet agenda a reçu en 1994 l'autorisation du ministère de l'Éducation nationale. On a ensuite impliqué les chefs d'établissement qui ont été même moteurs dans ce projet, dans la mesure où nous avons reçu de très nombreux courriers qui nous ont encouragés à initier ce projet et ensuite qui nous ont remerciés de l'avoir réalisé. Les parents d'élèves de la FCPE Paris ont demandé à leur académie de retirer cet agenda des collèges. En vain, ils en appellent aujourd'hui au ministre. Que tout élément publicitaire soit à l'étude et que véritablement la communauté éducative, pour chaque cas, soit concertée et consultée. D'autres agendas truffés de publicité, il en existe. D'autres coups publicitaires dans les écoles aussi. De la maternelle au bac, on compte quelques 1500 actions publicitaires de tout ordre au sein même des établissements scolaires. L'actualité internationale maintenant. Dans le nord de l'Allemagne, dans la ville de Dannenberg, les 6 containers de déchets radioactifs ont été débarqués en direction du centre de stockage. Sur place, il y a déjà plusieurs jours que des milliers de policiers et des militants antinucléaires s'affrontent. Jérôme Catala. Ils sont enfin parvenus à destination. Décorés par les manifestants, les 6 camions transportant les conteneurs de déchets nucléaires pénètrent un à un dans le centre de stockage de Gorleben. Mais il leur a fallu près de 10 heures aux 30 000 policiers pour dégager la route utilisée par le convoi. Tout au long des 20 km, des barricades et par endroits, l'assaut des autonomes. Organisés en petits groupes, ils aiment avant tout se battre contre la police. Mais la majorité des manifestants antinucléaires refusent la violence. Alors, par centaines, ils se sont abrités sous des bâches afin d'occuper la route. Face aux canons à eau, ils ont dû abandonner le terrain, mètre par mètre. On veut barrer la route à la politique du tout nucléaire dans notre pays. Plus loin, une autre manœuvre de retardement spectaculaire. Installés en hauteur, ces manifestants menacent la sécurité du convoi. La police mettra 2 heures à les décrocher. Beaucoup d'efforts et d'imagination donc, qui n'empêcheront pas les déchets nucléaires de passer. Premièrement, c'est un échec qui sont arrivés. Deuxièmement, c'est évidemment un succès qu'il y ait tant de personnes sur la route. Nous avons montré que la population est contre le nucléaire. Si le transport de déchets nucléaires est bel et bien arrivé à destination, ici à Gorleben, les manifestants auront surtout démontré que l'opposition à l'énergie nucléaire est encore plus forte que lors des années 70. La situation en Albanie maintenant. Le sud du pays reste hors de contrôle du gouvernement de Tirana. Mais l'armée est en train d'être dépêchée sur place pour mater l'insurrection. Reportage de notre envoyé spécial, Alain Chalon. Les rebelles contrôlent toujours le sud de l'Albanie. Malheur aux agents de la CHIC, la police secrète qui serait reconnue. Ils sont sévèrement battus. Ou pire, brûlés vifs dans des blindés, comme ce fut le cas hier. De son côté, l'armée légaliste continue à descendre de Tirana vers le sud, mais affirme les autorités, elle n'aurait toujours pas attaqué. Dans la capitale, l'atmosphère est toujours tendue mais calme. Le couvre-feu y a été légèrement assoupli, 3 heures de moins. Mais la nuit, la rue reste livrée aux patrouilles de la police et de l'armée. Les rares voitures qui passent sont immédiatement arrêtées et contrôlées. Dans la journée, les mesures de l'état d'urgence ont été également légèrement assouplies. Tout regroupement de plus de 4 personnes reste interdit, mais les horaires d'ouverture des magasins ont été étendus de façon à éviter les rushs sur les boulangeries, mais la peur subsiste. J'ai peur, naturellement j'ai peur. C'est une situation qu'on a peur. La peur, c'est que les émeutiers du Sud, qui se sont emparés de milliers d'armes, ne mettent à exécution leur menace de marcher sur la capitale. Ce qui explique que tous les accès vers Tirana soient sévèrement contrôlés. Pas moins de 5 checkpoints sur les 70 km que nous avons pu faire. Et les policiers ne sont pas vraiment portés à la plaisanterie. Cavaia est un des derniers bastions légalistes avant le Sud. La ville paraît calme, impression trompeuse. Ici, on a distribué des armes à la population. Cette région a distribué des armes. Mais ces armes sont distribuées par le chef d'État pour se protéger contre les personnes rebelles qui prétendent prendre le pouvoir par les forces des armes. Ainsi sont réunis les ingrédients d'une guerre civile avec des armes des deux côtés.
Comment l'État réussira-t-il à rétablir la légalité dans le Sud? Utilisera-t-il la force, quitte à provoquer un bain de sang? Ou continuera-t-il, comme il le fait à présent, à jouer plutôt le pourrissement et l'intimidation? Lima, Pérou. Après la rencontre entre le président péruvien Fujimori et le cubain Fidel Castro, ce dernier a indiqué qu'il était prêt à accueillir le commando qui retient 72 otages dans l'ambassade du Japon à Lima depuis le 17 décembre dernier. Pour l'heure, le chef du commando refuse cette offre d'asile politique et le président péruvien s'apprête, paraît-il, à faire une nouvelle proposition aux preneurs d'otages. Sur place, nos envoyés spéciaux Dorothée Oliéric, Jean-François Hoffmann. Des Japonais, des Américains, des Anglais, mais aussi des Argentins ou encore des Brésiliens. Ils sont toujours plusieurs centaines de journalistes à faire le siège de la résidence de l'ambassadeur du Japon. Depuis le 17 décembre dernier, ils se relèvent 24 heures sur 24 en attendant l'heure H de la libération des 72 otages. Cette crise est peut-être en tête des préoccupations du public japonais. Elle figure d'ailleurs régulièrement en première page des quotidiens. Sous un soleil de plomb, les policiers et les envoyés spéciaux du monde entier ne sortent de leur torpeur que lors des négociations. Les preneurs d'otages quittent en voiture blindée la résidence pour rencontrer à quelques mètres de là, dans une autre maison, les émissaires du gouvernement. Pendant ce temps, dans son palais, le président péruvien Alberto Fujimori enchaîne réunion sur réunion, sans oublier, au passage, de serrer les mains des enfants. Depuis le début de la crise, l'homme qui a sauvé le Pérou du désastre économique voit sa cote de popularité baisser. Mais Fujimori reste ferme, il ne cédera pas aux revendications des guérilleros. La position du gouvernement, c'est la même que je l'avais manifestée. Il n'y aura pas de libération des groupes qui sont dans la prison. Pas de libération des prisonniers. C'est ça. Est-ce que l'utilisation, l'emploi de la force, c'est-à-dire un assaut, est envisagé? Et cet cas seulement se produira dans une situation d'émergence qui n'est pas envisagée pour le moment. Si la prise d'otage est condamnée par toutes les capitales, dans ce quartier défavorisé de Lima, le discours est très différent. Ici, le mouvement révolutionnaire Tupac Amaru s'est forgé une image de Robin des Bois, de porte-parole des plus pauvres. Otilia est la mère de Victor Campos, le leader du MRTA. Son fils est emprisonné, condamné à perpétuité. Jusqu'à présent, on ne voit pas le moindre signe en faveur d'une libération. Bien sûr, en tant que mère, j'aimerais qu'il soit libéré. Ce serait pour moi la plus grande joie de ma vie. Parce que vous savez, la prison dans laquelle Victor est détenu est très dure. C'est ici, dans la base navale de Callao, que sont emprisonnés le leader du mouvement Tupac Amaru, mais aussi le chef du Sentier Lumineux. Au total, 8 cellules de 2 mètres sur 3, l'isolement total et des conditions de détention jugées inhumaines par les sympathisants des guérilleros. Retour en France avec la santé des Français. Nous en parlions déjà hier soir avec cette étude officielle montrant que l'espérance de vie est de 5 ans supérieure au sud du pays. Parmi toutes les raisons, il y a l'alimentation. Dans le nord, il est prouvé que l'on mange trop de charcuterie, par exemple. En revanche, dans le sud, la nourriture méditerranéenne, et notamment l'utilisation de l'huile d'olive, sont considérées par les médecins comme l'une des raisons du meilleur état de santé général. Reportage Gilles Marinet, Yasmina Farber. Des oliviers par dizaines, des citronniers, nous sommes en Provence, sur les hauteurs de Grasse. Et ce que le visiteur a pu admirer le long du chemin, il ne tardera pas à le retrouver dans son assiette. Le chef a fait son marché. On a les petits oignons nouveaux, ça, pour faire les poissons, c'est adorable. Bien sûr, les aubergines, les tomates, les petits artichauts qu'on appelle poivrades, qu'on mange aussi crus en vinaigrette ou cuits en barigoule. Légumes, oignons, fruits, ail, figues, melons, poissons, la liste est longue et c'est tout le secret de cette nourriture méditerranéenne. Une extrême diversité avec en vedette l'huile d'olive aux vertus ancestrales. C'est une huile très digeste et très nourrissante. Et en même temps, qui ne fait pas comme la graisse animale. L'huile d'olive contient de l'acide alpha-linoléique, substance qui ralentit la fixation des graisses et donc évite aux artères de se boucher prématurément. Privées de cet élément, les gastronomies du Nord, de l'Ouest et de l'Alsace favorisent, au contraire, l'infarctus.
Un clivage nord-sud bien réel, mais qui ne doit pas faire oublier que c'est l'excès qui tue, et non la composition des menus. Ainsi, à l'hôpital, on mange de tout, avec bien sûr modération. En éducation cardiovasculaire que nous faisons tous les jours, nous n'interdisons aucun aliment. C'est-à-dire que tous les aliments peuvent être consommés. C'est une question de fréquence de consommation des aliments et de quantité uniquement. Mais il n'y a pas d'interdit alimentaire. De la viande en petite quantité, des fruits frais tous les jours, des légumes et du poisson, c'est le secret méditerranéen. Avec une seule restriction, l'excès d'huile d'olive peut lui aussi nuire à la santé. Nous sommes peut-être à la veille d'une découverte considérable en matière médicale. Pour la première fois, en effet, depuis longtemps, le tabac n'est plus mis en accusation, mais au contraire. En effet, des biologistes français et des chercheurs de l'INSERM sont parvenus à produire de l'hémoglobine à partir de plants de tabac. Ce produit, sans risque de contamination, pourrait en grande partie se substituer au sang à l'occasion des transfusions. Jean-Daniel Flézaquier, Daniel Lévy. Cette poudre noire, ce sont des graines de tabac. Et si on les plonge dans l'azote liquide, si on les malaxe, si on les broie, si on les concave dans ce mortier, c'est pour en extraire de l'hémoglobine. C'est le dernier exploit des biologistes. L'hémoglobine, normalement, on la trouve pas n'importe où, mais dans les globules rouges. Son rôle, c'est d'accrocher l'oxygène lorsque le sang passe près des poumons. Cet oxygène est ensuite libéré de l'hémoglobine dans les différents tissus de l'organisme, cœur et cerveau en particulier. Tout a commencé ici, chez Biocem, une société de biotechnologie. On a mis en contact des plants de tabac et le gène de l'hémoglobine humaine. On a fait pousser le tabac et au bout de quelques mois, il n'y a plus eu qu'à récolter. Et c'est à l'INSERM qu'on a extrait et purifié l'hémoglobine du tabac. Et elle s'est révélée similaire à l'hémoglobine humaine. On devrait donc bientôt disposer d'un produit de substitution du sang utile dans nombre de situations médicales. Ce type de produit pourrait être tout à fait intéressant comme complément thérapeutique à un certain nombre de pathologies extrêmement graves, notamment la pathologie d'urgence. C'est vrai en ce qui concerne les accidents de la route, mais c'est vrai aussi pour les catastrophes naturelles, c'est vrai pour certains infarctus du myocarde ou certaines hémiplégies. D'où l'intérêt de cette hémoglobine. S'il n'y a plus de globules rouges, il n'y aura plus de problème de compatibilité de groupes sanguins, et s'il n'y a plus besoin de sang, le risque de transmission des virus disparaît. Souvenez-vous, 1968-70, le phénomène hippie déferle sur le monde. Des millions de jeunes font l'amour et pas la guerre et se couvrent de fleurs et de colliers. 25 ans plus tard, et oui, l'une des dernières communautés hippies du monde s'apprête à fêter donc cet anniversaire. 1000 personnes, 234 familles installées dans le faubourg de Christiania, à Copenhague, au Danemark. Notre enquête de ce soir, menée par Marc Maisonneuve et Jean-François Hoffmann, est intitulée « Au paradis des derniers hippies ». C'est au programme des guides de Copenhague. Après la petite sirène et le quartier chaud, il y a Christiania. Ici, les touristes viennent voir les derniers dinosaures d'une époque révolue, celle des années 70. L'époque des hippies, de la révolution des fleurs, de l'occupation d'une caserne par Léonard et sa bande. À 73 ans, Léonard le peintre y est toujours. Il est coté, mais il n'a pas changé. Ce dont personne ne veut sont les bienvenus chez lui. On était des hippies, juste des hippies. Nous avions peace and love dans le cœur comme tous les hippies. Comme on n'avait pas d'endroit pour vivre à Copenhague et qu'on voulait habiter ensemble, je suis allé voir le ministre de la Défense pour squatter cette caserne. 25 ans plus tard, ils sont toujours là. Le ministre, lui, est demeuré 3 mois au gouvernement. Christiania, pour moi, c'est un peu comme un cirque. Au gouvernement, on dit expérience sociale. Léonard est branché sur Internet pour faire connaître la communauté à travers sa peinture. Léonard s'adapte, mais n'a pas changé. En 25 ans, sa maison, toujours un abri de jardin ouvert à tous, identique à l'idéal de 71. La paix, la fin des conflits, c'est ce qu'on voulait obtenir. C'est pour ça que nous sommes battus pendant 25 ans. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens veulent nous supprimer. Supprimer ces hippies qui voulaient casser les classes sociales et qui refusaient l'embourgeoisement. 25 ans après, le goût du confort bourgeois en a séduit certains.
Normalement. Christiane vit dans la partie huppée de Christiania. Là, pour l'instant, c'est le salon parce qu'on a fait des... On a fait des travaux. La cuisine, normalement, se trouve là, qu'on doit refaire bientôt. Et normalement, la salle à manger se trouve ici, mais pour l'instant, c'est le salon. Vivre ici est devenu un privilège. Tous les squats ne sont pas aussi luxueux. C'est plus comme quand on avait une vingtaine d'années, qu'on était complètement libre, qu'on pouvait faire ce qu'on voulait. Maintenant, on a la responsabilité de famille, ce qui est important quand même. Vous êtes une vieille baba? Vieille baba. Peut-être, je sais pas. Peut-être un peu freak, peut-être un peu baba. C'est possible. On ne se refait pas. Ici, on parle de médecine alternative, un exercice pas toujours évident. À Christiania, très difficile. Mais bon, intéressant d'une certaine façon, mais... Pourquoi c'est très difficile? Parce qu'il y a beaucoup de cas sociaux ici à Christiania. Des cas sociaux qui composent avec leur temps. Exemple, la musique. Il y a quand même des valeurs auxquelles ils n'ont pas renoncé, comme la légalisation du hashish. Normalement, nous fixons des règles. Vous devez faire les choses comme ça, et comme ça, mais à Christiania, on n'accepte aucune règle. Ils sont 1000 à vivre à Christiania. Et si tout autour d'eux, le monde a changé, ici le temps s'est arrêté il y a 25 ans. Le pape Jean-Paul II a pris possession aujourd'hui au Vatican de sa nouvelle voiture, une Mercedes S500 noire décapotable, offerte par la firme allemande. Le siège du pape est à l'arrière, en cuir blanc, et vous l'avez vu, l'équipement de bord se compose de 2 téléphones et d'une image de la Vierge. Dans sa version de base, cette voiture coûte environ 500 000 francs. A contrario, au Salon de l'Automobile de Genève, ce sont les petites voitures qui tiennent la vedette. Luc Bazizin, Bernard Connard. Les vedettes du salon sont les centimètres. Moins il y en a, plus la voiture est valorisée. Nous avons trouvé la plus courte d'entre elles, 3,30 m d'un bout à l'autre. Et ce véhicule, qui ressemble à une camionnette, mesure 3 cm de moins que la Twingo, soit seulement 3,40 m de long. Autant de solutions au problème de place. Oui, je crois que le problème est à chercher dans les villes parce que ça devient toujours plus encombrant, toujours plus difficile d'avoir un parking. Surtout quand la voiture mesure comme celle-ci 5,20 m. Le spécialiste des grosses berlines bouscule donc à son tour cette nouvelle constellation de petits modèles. La classe A fera maintenant briller l'étoile de la marque sur un véhicule de seulement 3,57 m de long. On a tout simplement donné l'étoile à cette voiture parce que les valeurs de base sont respectées. Les dimensions extérieures sont compactes, mais l'intérieur, lui, est très riche en équipement et très spacieux. Un concept novateur et révolutionnaire déjà très envié. En fait, évolution sociologique oblige, la taille d'une voiture n'a plus rien de proportionnel au statut de celui qui la conduit. L'accent est mis sur le bien-être intérieur. Ici, les passagers sont assis par exemple 20 cm plus haut que dans un véhicule classique. Plus besoin non plus de grosses limousines pour bénéficier de la sécurité. Après un crash test à 65 km/h, l'habitacle de la classe A reste intact. Les barres de renfort, les coussins de sécurité, les freins assistés arrivent enfin sur tous les petits modèles. Éternelle étoile de la danse, la ballerine russe Maya Pissetskaya, qui fut la plus grande star de la danse soviétique, continue de se produire. Elle est aujourd'hui âgée de 72 ans, ce qui ne l'empêchera pas demain soir d'être sur la scène de la salle Pleyel à Paris pour une représentation exceptionnelle accompagnée de la troupe du ballet impérial de Russie. Reportage Aubry Edler, Bernard Puissasso. Il y a de quoi être étonné, les légendes vivantes sont rares. Imaginez l'émerveillement de ces jeunes ballerines découvrant, à l'occasion d'un cours de danse à Pleyel, l'étoile Maya Pissetskaya. Apparition furtive, le temps d'un spectacle unique à Paris, aux côtés des étoiles du Bolchoï et des plus grands danseurs de l'ex-Union soviétique. Depuis plus de 50 ans, Maya Pissetskaya est la star de toutes les Russies. J'ai toujours aimé monter sur scène. Je n'ai jamais cessé d'être une ballerine, avec un grand répertoire et des rôles chaque fois différents. J'ai eu droit à tous les honneurs, à tous les anniversaires. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être encore à la mode.
Только в ранге балерины выхожу. Étoile du Bolchoï dès les années 40, promue artiste du peuple de l'URSS en 1959, elle reste inégalée, dit-on, dans son milieu pourtant féroce. Femme cygne, mouette ou carmen, créature façon Béjart, la Plisetskaya renaît sans cesse. Installée à Munich depuis 1992, elle garde à 70 ans passés une passion intacte. Les Français vont donc vous revoir ou vous découvrir sur scène à Paris. Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Maya Plisetskaya, la danseuse étoile, ou Maya Plisetskaya, la légende? Il ne faut rien dire. Dites Maya Plisetskaya. Maya Plisetskaya est en tout cas une diva, et le public ne s'y trompe pas, toujours fidèle au rendez-vous donné depuis un demi-siècle. Mort à l'âge de 90 ans du réalisateur de cinéma Jean Dréville, à son actif une cinquantaine de films, dont Normandie-Niemen, Lafayette, dans lequel débuta un certain Vittorio De Sica. Rectificatif à propos d'une information, tout à l'heure j'ai parlé du transfert de la société Hoover de Belfort en Écosse, il s'agissait bien entendu de Dijon. Dans quelques instants, la météo, Sophie Davant, le dernier journal aux alentours de minuit, Philippe Lefebvre. Demain, 7h50 dans les 4 vérités, Gérard Leclerc recevra Dominique Perben, ministre de la fonction publique. 13h, Patrick Chêne. Quant à moi, je vous retrouverai à 20h. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.